Bonjour mes chers frères et sœurs. Alors, le message de ce matin ne s'adresse pas seulement aux Congolais de Brazzaville, mais c'est une pensée profonde, encore une fois, qui est venue me chercher. Je me suis senti comme torturé toute la nuit, parce que j'étais partagé entre un problème social et un problème psychologique. Donc famille et politique. Ma réflexion de ce matin va regarder la déconstruction des paradigmes. Je vais prendre l'exemple du charisme, par exemple, du leadership. Dans le leadership, il y a le leader. Le leader, c'est celui qui est capable de guider les autres, mais tout en sachant se fondre avec les autres. Donc l'esprit d'équipe qui doit venir entourer le charisme. Ça pourrait être des charismes qui viennent entourer un charisme. C'est le phénomène du pouvoir politique. Un fauteuil, un président de la République et des intelligences autour, soit des ministres d'État, soit des ministres pour exécuter l'action du gouvernement. Et parallèlement, dans des systèmes où il y a la séparation des pouvoirs, nous allons voir le juridique qui est là pour se charger des problèmes juridiques et le législatif qui est là pour apporter à la République des lois pour gouverner, etc. Donc la séparation du pouvoir. Dans ces paradigmes, lorsqu'il y a confusion, alors on se trouve dans cette affaire d'entremêler les serviettes et les torchons. On remarque donc ceux-là qu'on appelle intellectuels aujourd'hui, se mélanger là-dedans, ils confondent leurs acquis ou connaissances académiques ou éducation universitaire, je reviendrai là-dessus plus tard, avec le phénomène de l'intelligence. C'est là qui possède de l'intuition, donc d'une force immanente qui nous pénètre et renforce notre charisme. Le charisme fait appel à l'inné, quelque chose qui donc serait inhérent à notre conception génétique. Donc lorsque nous venions sur la terre, nous venions avec certaines capacités, et ceux qui ont fait des études psychanalystes et des études psychologiques, voire psychiatriques, ils ont appris à observer leurs enfants dès le départ. Je vais parler là de la connaissance médiévale. Nos parents avaient cette sorte de psychologie naturelle. Ils avaient cette capacité d'analyse naturelle. Ils n'avaient pas besoin d'aller lire dans n'importe quel document, sinon de lire dans la nature comment observer un enfant et comment peut-on l'utiliser par rapport à ses talents. Ça s'observe dès le départ. Comment on peut différencier un enfant d'un autre et savoir leur donner à chacun le tiroir qui convient pour qu'ils puissent exécuter leur mission sur la terre. Bon, vous voyez bien qu'il y a des charpentiers, il y a des menuisiers, il y a des médecins, il y a même des nettoyeurs. Chacun a un rôle, et un rôle précis. Donc nous allons revenir sur le charisme et le leadership versus cannibalisme et gangster d'État. Nous allons prendre l'exemple de Hobbes, par exemple. Lui, il nous a amené le Léviathan. Le Léviathan, il a imaginé le monstre marin qui a pour rôle de protéger les petits poissons. Parce qu'il y a des croqueurs dans les océans qui, eux, s'attaquent aux petits poissons. Et qu'est-ce que les petits poissons font? Mais ils viennent se mettre au-dessus du Léviathan. Le Léviathan ne s'aperçoit même pas qu'il y a des petits poissons qui sont posés au-dessus de lui. Et lorsqu'il avance, les autres gros poissons qui vont se nourrir de ces petits poissons ne pourraient pas le faire. Parce qu'ils savent que le gros Léviathan est là pour protéger les petits poissons. Donc ce Léviathan a été assimilé au pouvoir de l'État. Donc l'État serait donc un Léviathan qui ne serait pas là pour utiliser du cannibalisme ou du gangster d'État sur ces populations, à l'exemple de Sassou Nguesso, qui lui est devenu un Léviathan qui croque ces populations. Alors que le Léviathan médiéval ou historique, c'est celui qui
protège les petits poissons. Le contraire, c'est justement entrer dans ce cannibalisme et ce gangstérisme d'État. Pour rester sur Hobbes, je vais prendre l'exemple de Kennedy. Là, nous sommes dans le leadership et le charisme. À la baie des Cochons, lorsque Kennedy avait essayé la première fois, il avait échoué. Pourquoi? Parce qu'il a utilisé un charisme égocentrique. Alors, l'échec lui a rappelé à l'ordre. Il a donc utilisé un charisme du team, de l'équipe. Donc, l'esprit d'équipe lui a fait rassembler des spécialistes qui ont réfléchi sur la procédure où il fallait cette fois-ci aller attaquer la baie des Cochons, ça se passe à Cuba, et réussir. Mais à cause du fait que son leadership, son charisme s'est fondu à celui des autres, ça apporte un bon résultat. Et dans ce résultat, nous tombons donc dans l'amnésie du sacrifice versus l'éthique de l'exemplarité, par exemple. Et là également, quand nous parlons d'amnésie du sacrifice, j'ai entendu M. Marien Ngouabi, le président de la République du Congo-Brazzaville, déclarer lors de la conférence du 12-12, dire que lorsqu'un pays est sale, on le lave avec son sang. Mais aujourd'hui, je peux me poser la question de savoir pourquoi Marien Ngouabi a décidé donc de se laisser faire, donc de se laisser tuer, alors qu'il voyait bien Sassou Nguesso et le petit groupe qui s'organisait pour le démettre. Mais alors, au prix de sa vie, parce qu'il en a trouvé la mort. À quoi a servi ce sacrifice si ce n'est que de l'amnésie, de la simple amnésie? C'est noble comme attitude, celui de se sacrifier pour son pays. Mais le sacrifice ne pouvait pas-il être utilisé autrement? C'est la question que je vous pose. Donc ça prend l'éthique de l'exemplarité. Un leader doit briller par l'exemple. Le leader, c'est un livre ouvert. Le leader, sa lecture personnelle, même silencieuse, doit refléter le philosophe, doit refléter le psychologue, doit refléter le psychiatre. Parce que par rapport à sa tenue, par rapport à son comportement, même s'il ne dit rien, les autres vont se mirer à travers lui. Et là, ça me ramène vers mon grand-père, qui disait à mon père, c'est mon père qui me l'avait répété, que le miroir reflétait tout, sauf lui-même. Il l'avait dit en ma langue maternelle et j'ai traduit. Entendez par miroir qui reflète tout, sauf lui-même. Mais mettez-vous en face d'un miroir. Vous allez regarder le miroir va vous réfléchir, mais par contre, il ne va pas se réfléchir lui-même le miroir. En d'autres termes, vous, cher monsieur, qui avez la responsabilité de guider les hommes, sachez vous mirer. Sachez vous reconnaître dans vos faiblesses et dans vos qualités. C'est en cela que vous devriez vous entourer des personnes qui complètent vos insuffisances et aussi des personnes qui viennent pour contredire vos forces. Vous contredire pas pour vous déstabiliser, mais pour venir vous apporter des points de vue contraires à votre vision, pour que vous balancez les vôtres. Et c'est dans cette émulsion des idées que l'on peut parler désormais de l'éthique de l'exemplarité. Donc l'exemple du leader principal et l'exemple des leaders qui composent l'équipe, donc le cercle de qualité. L'erreur que nous commettons souvent, je vais parler maintenant des scientifiques, parce que nous sommes dans la déconstruction, c'est justement de tomber dans un péché mignon, celui du catéchisme scientifique, où on a établi des thèses. Et ces thèses doivent être vérifiables scientifiquement et démontrables mathématiquement. Et cela commande donc l'exigence de la preuve. Mais rester carré dans cette dimension consiste à dire ou à démontrer que l'on démontre tout et tout devrait être démontrable, ce qui est une aberration. Saint François d'Assise et Edgar Morin également ont existé sur cette terre. Et Edgar Morin, je pense qu'il est encore vivant. Parce que si on va avec cette approximation du constat de la certitude qui n'aboutit pas toujours sur la preuve, alors nous pouvons donc nous dédire sur le fait que ce qui est valable aujourd'hui ne l'est pas forcément demain. Est-ce que nous allons nous contredire là-dessus?
Est-ce que nous n'avons pas remarqué qu'il y a des choses que nous avons déclarées scientifiquement valables hier et qui se sont démontées par elles-mêmes aujourd'hui par le fait de l'évolution des paradigmes? C'est pour ça que nous, dans notre propos depuis le commencement, mais nous encourageons ces scientifiques, ces grands intellectuels à apprendre à faire la différence entre la connaissance académique, l'éducation universitaire versus l'intelligence active, l'intelligence passive. Qu'avaient nos anciens, ce que nous appelions la sagesse ou l'inspiration divine. Parce que les connaissants versus médiévaux trouvent là la différence que les universitaires refusent de regarder ce qui leur fait manquer d'humilité. C'est que la connaissance, nous pouvons l'acquérir. La sagesse également. Mais à la seule différence que pour acquérir la connaissance, nous sommes obligés d'étudier. Donc d'aller chercher l'instruction, d'aller chercher l'éducation. L'éducation, nous prenons ça à plusieurs niveaux. Le niveau basique, donc papa et maman, comment nous avons été managés à ce niveau. Et lorsque nous sortons de ce niveau, nous entrons donc dans les milieux publics, donc les écoles, les collèges et les universités. En ce moment-là, lorsqu'on a assimilé un certain nombre de connaissances académiques, universitaires, alors on acquiert la capacité de connaissance. Mais est-ce que c'est pour autant qu'on soit intelligent? Si c'est le cas, en ce cas, nos arrière-grands-parents qui ont réfléchi dans des domaines inusités, eux, surtout en Afrique, qui, avant de commencer un propos, commençaient par un adage ou par l'anecdote. Mais d'où, selon vous, puisait-il cette inspiration? Si ce n'est de l'intelligence immuable. Celle-là qui apporte la sagesse. Et ceux qui croient en Dieu disent que la crainte de ce Dieu, donc de l'Éternel, est un début de sagesse. Ça suppose qu'il existe également des fruits spirituels qui sont la preuve de l'ascèse qui est à essence méditative. Il y a également les fruits intellectuels. Donc ceux-là qui nous permettent, hélas, je dis bien hélas, de venir citer des personnes, des êtres humains qui ont vécu ici-bas. J'ai fait référence à Hobbes, j'ai fait référence à Kennedy, j'ai parlé de Marie Ngouabi, j'ai parlé de Saint François d'Assise, j'ai parlé d'Edgar Morin. Edgar Morin qui lui nous demandait d'interroger beaucoup la nature pour bien en tirer le discernement. Mais quand Edgar Morin vous dit que nous n'avons pas suffisamment interrogé la nature, cela veut dire que nous avons agi sur des bases d'une observation mécanique, alors qu'à l'intérieur d'une observation mécanique, il y a l'autre observation, celle qui n'est pas visible à l'œil. C'est pour ça que la dualité guide tous les systèmes humains. Là où il y a le visible à l'invisible, là où il y a la lumière et l'obscurité, là où il y a la personne supposée connaissante et à l'autre personne qui pourrait être non connaissante, ou ceux qui parlent des personnes neutres, donc seraient les moins connaissants. Alors, fort de ce petit catéchisme que je me suis imposé à moi-même, mais malheureusement que je vais vous obliger de suivre, souvenez-vous, chers bien-aimés, que dans la lutte, je vais conclure par là, du Congo-Brazzaville, il s'agit pour vous de vous armer d'abord de détermination. Monsieur Boao, est-ce que votre tactique est épuisée? Est-elle encore active, Monsieur Boao? Est-elle encore en train de repenser comment rebondir avec le gangsterisme et le cannibalisme que ça est en train d'imposer? Parce qu'il est en train de broyer les enfants du pôle. Et il est en train de s'imposer, donc avec son braquage blindé, hélicoptère et armes en point, mercenaires déployés.
Ider Moigny que Ngolo est en train de défendre. J'ai suivi la déclaration de Ngolo lorsque Madame Sadio est en train de l'interviewer. Mais Ngolo vient justifier, comme d'habitude. Les hommes politiques, ils vous pètent d'abord une bêtise et lorsqu'ils sont rattrapés, ben, ils reviennent pour justifier la bêtise. Mais nous n'allons pas nous laisser broyer, justement, le problème c'est celui-là. Pour qu'ils nous broient, pour qu'ils nous écrasent, qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme armada? Mon Dieu, est-ce que l'on ne peut pas finalement comprendre, même si on n'est pas des guerriers, mais quand quelqu'un rentre dans votre maison par effraction, il vous pointe une arme, votre épouse et vos filles sont là. Alors, il vous dit, vous avez l'arme pointée sur vous, déshabillez votre femme, déshabillez vos filles, moi je vais les violer à tour de rôle, et si tu bouges, je te tue. Le chef de famille mécanique, que va-t-il faire? Il va se précipiter sur l'homme pour lui empêcher de faire ce qu'il veut faire, il va encaisser les balles, il va mourir. Mais le chef de famille qui est subtil, qui a la mémoire féconde, il va faire semblant d'accepter. Et quand celui qui lui braque constate que finalement j'ai affaire à une personne qui est faible, alors ça va diminuer sa capacité de surveillance. Puisque son cerveau est descendu vers les reins, alors la jambe du milieu commence à commander son système plus qu'il ne devrait se contrôler. Il ne va être tourné que vers le viol. Alors le père de famille intelligent lui dit, ok, je veux faire ce que tu veux. Qu'est-ce que ça fait? Pourtant, tu passeras et puis ça ne laissera pas des traces. Le gars va aller, mon Dieu, commencer par déshabiller une. Mais écoute, tu ne vas pas commencer par les filles. Je te donne d'abord ma femme. Excusez-moi les femmes. C'est ça la tactique ou la stratégie, comme vous la prenez. Ça pourrait être un stratagème parce qu'il y a le vice derrière ce que je veux atteindre comme objectif. Alors, il a toujours l'arme pointée sur moi. Quand je vais commencer à déshabiller ma femme ou à dire à ma femme, chérie, déshabille-toi. Ne crains rien, je suis de tout cœur avec toi. Mais pendant que je suis en train de lui parler, le gars qui me braque a maintenant perdu quelque peu mon contrôle parce qu'il est concentré sur ma femme qui commence à se déshabiller. Donc voyez-vous, ma grand-mère, encore elle, elle me disait, parce que celle-là je l'ai connue, que l'on ne peut pas poursuivre deux lièvres. Un bon chasseur, lorsqu'il est en face de deux lièvres, les lièvres n'attendront pas que tu leur tires dessus, les lièvres vont décamper. Et comme les lièvres sont très rapides, un bon chasseur se concentre sur un seul. S'il veut atteindre les deux lièvres en même temps, mais les deux lièvres s'éloigneront et il n'atteindra aucun. C'est le cas du braqueur. Lorsque le braqueur va être concentré sur moi, il aura donc toutes les capacités de le faire parce que mes filles et mon épouse sont encore habillées. Mais dès lors que l'une d'elles, où je vais leur demander toutes de se déshabiller, en même temps pour bien perturber le braqueur, alors il sera emmerdé entre mes belles filles qui se sont dénudées la partie supérieure et mon épouse également, alors il va perdre le contrôle. Parce que le temps que dans son mental étroit, dans son mental agressé, entre guillemets, il est en train d'observer mes filles et mon épouse en même temps. Et les personnes continuent à se déshabiller. Elles sont en tenue de plage, en tenue de bikini. En ce moment, mécaniquement, l'esprit va perdre le contrôle. Le système limbique va entrer dans une zone de turbulence. Alors, en ce moment, l'âme involontairement va commencer à se baisser. Et il ne le sait pas que sa main est en train de baisser, donc son braquage est en train de perdre de la valeur. Et définitivement, pendant qu'il va commencer à vouloir choisir la première qu'il va violer, entre cet instant où l'arme est légèrement baissée et l'instant lequel il va maintenant pour assouvir son plaisir bestial sur l'une de mes filles ou sur mon épouse, en ce moment, il est devenu faible. Et c'est en ce moment que moi, je vais agir. Cette leçon peut être comprise par ceux qui ont l'intelligence. Mais même les connaissants, s'ils font un effort, ils sont capables de s'en approprier. Parce que le savoir, comme disait l'autre,
pour ne pas le citer, parce que j'ai comme principe de ne pas m'accrocher à citer les autres. Sinon, ça va m'appauvrir. Je ne pourrai rien citer parce que j'aurais passé tout mon temps depuis que j'étudie. J'ai étudié toute ma vie et aujourd'hui encore, je continue à citer les autres, tels que Rousseau qui disait que s'il avait à choisir un mode de gouvernance d'État, il choisirait donc l'excellence. J'ai diminué sa pensée. Alors, à cet instant, le connaissant, celui qui a le savoir, comme avait dit l'autre, la connaissance donne le pouvoir. Mais en ce moment, entre la force de caractère qui lui donne le respect. Donc la connaissance donne le pouvoir, mais la force de caractère entraîne le respect. Par votre connaissance, ce braqueur, c'est sûr qu'à cet instant, moi qui ai concentré toute ma colère pour attendre que ce monsieur fléchisse, et qu'il ne fléchisse ou pas, mais je vais utiliser des armes offensives et défensives, mais silencieuses, mais spirituelles, parce que je vais faire semblant de me féoder à sa méchanceté, à sa cruauté, et à cet instant précis, certainement que je constaterai que le braqueur qui tendait le fusil vers moi ou le pistolet, finalement son pistolet va perdre le contrôle, parce que concentré dans cette partie de nous, cette partie du milieu, comme j'aime l'appeler, que ce soit celle de la femme ou de l'homme, cette partie est placée au centre du corps. Que tu sois grand de taille ou court, ça est à ton milieu là. Lorsque le cerveau est concentré à cette partie du milieu, l'être humain perd le contrôle et à cet instant, j'écraserai le braqueur. Vous allez me dire, mais tiens Kiwango, mais tu nous parles de Dieu. Mais attendez, est-ce que Dieu n'a-t-il pas décimé Pharaon avec ses hommes dans les eaux? Le peuple diluvien, Dieu ne l'a-t-il pas fait disparaître dans l'eau? Sodome et Gomorrhe, Dieu n'a-t-il pas fait disparaître ceux qui avaient dénaturé la sexualité? Ce n'est pas fini. Lorsque nous regardons l'Apocalypse, la terre va être détruite à 1/3. Cela veut dire qu'aujourd'hui, la planète compte près de 7 milliards d'exemplaires. Alors, il y a près de 2,5 milliards qui vont être décimés. 2,5 milliards d'habitants, s'il vous plaît, qui vont être décimés. Parce que la vie est un cycle, c'est un éternel recommencement. Mais je vais conclure mon propos avec toi encore, Charles Boao. J'espère bien que ton cerveau subtil continue à cogiter. Va dire au général Jean-Marie Moukoko qu'un général doit cesser de geindre comme une petite branche morte dans le vent. Un général, même dans son retranchement, continue à méditer, continue à concevoir des stratégies, même des stratagèmes. Parce qu'en face de nous, nous avons affaire à une bête sauvage, à un léviathan cannibaliste vampirique, qui écrase son peuple, qui gangstérise son peuple, qui terrorise son peuple. En face d'une personne pareille, il y a à réfléchir. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Alors, le pasteur Ntoumi est en difficulté quelque part. Vous, les officiers de l'ombre, il est temps également que vous puissiez réfléchir. Ntoumi s'était battu avant. On lui a attribué le nom de rebelle. Non, Ntoumi, ce n'est pas un rebelle. Ntoumi, c'est un résistant. Ntoumi n'a pas accepté que l'on continue à écraser les personnes du Sud. Et surtout que l'on allait les abattre comme d'habitude. Ntoumi a choisi de se défendre. Ntoumi se défendait. Et là encore, dans la position à laquelle on est en train de bombarder les populations du pôle, sous prétexte qu'on doit aller le rechercher, Ntoumi doit se défendre. Et lorsque Ntoumi se défendra, ne l'appelez pas rebelle, s'il vous plaît. Appelez ce groupe-là, groupe de résistance. C'est des forces qui vont se constituer pour défendre les personnes qui sont persécutées. Ce serait le rôle de la communauté internationale. Encore cette communauté internationale où on va encore parler de leadership ou de l'amnésie de l'exemplarité.
il n'y a pas d'exemple au niveau de cette communauté internationale. Parce que si vraiment cette communauté internationale était dynamique, le fait même que ça utilise des hélicoptères pour aller réprimer le peuple du pôle, parce que ce n'est pas Ntoumi qu'ils cherchent. Si c'est Ntoumi qu'on cherchait, il y a d'autres procédures, dans les États intelligents, dans les États où la tête précède le ventre. On imagine le scénario, on essaie de détecter à peu près où pourrait être Ntoumi. Et lorsqu'on a fait cette chirurgie, on procède donc à aller, n'est-ce pas, extirper le coupable. Mais ce qui est clair, c'est que Ntoumi n'est pas le coupable. Non, Ntoumi avait cessé d'être un guerrier. Même si en lui, cet esprit de défense existe en lui et il est capable d'attaquer. Ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est de nous préparer à nous défendre. Mais pas seulement Ntoumi, mais tout le peuple agressé. Je ne parle pas seulement du Sud, bien que ce soit le Sud qui est en train d'être agressé aujourd'hui. Mais je parlerai également de nos frères du Nord. Il est temps que vous compreniez que lorsqu'on tue un sudiste, il faut que vous ressentiez en tant qu'humain la douleur que ressentent ceux qui perdent les parents. Ça souvent c'est quelque chose. Et nous tous, nous avons déjà perdu des parents. Nous savons quel déchirement, quel arrachement nous vivons au fond de nous pour avoir perdu un être cher. Et ça peut donner la mort. Il devait Moigny. Lui, il ne s'est pas caché, hein. Ostensiblement, il est arrivé à la télévision avec ses milices, il a dit à tout le monde et à l'État, donc ce Léviathan qui ne sait que croquer ses enfants qu'il déteste. Mais par contre, les enfants qu'il défend comme Idever Moigny et autres qui peuvent perpétrer de la crapulité, ceux-là, ils ne peuvent pas être sanctionnés. C'est le monde de Sassou Nguesso. Et c'est dans ce monde qu'on nous oblige de vivre. Non, non, on ne peut pas accepter cela. J'ai entendu un jeune empereur dire qu'il faut s'organiser. Oui, mais il y a longtemps que nous parlons d'organisation. On n'a même plus besoin de venir devant les médias publics parler d'organisation. Il faut apprendre à travailler en silence. Il faut apprendre à travailler dans les coulisses, surtout quand les cas ressemblent à celui du Congo-Brazzaville, où depuis 50 ans, nous vivons le même modus operandi. Le modus operandi du fou qui, lui, pense obtenir des résultats différents. Non, le résultat est le même. Le modus operandi est le même. À la différence que hier, on utilisait les saguets, les flèches, les couteaux. Aujourd'hui, on a évolué avec les armes. C'était la grenade, la roquette, l'hélicoptère. Demain, il va utiliser quoi? Mais l'arme chimique, l'arme bactériologique, parce qu'il faut décimer un groupe qui s'oppose à sa cruauté. Le groupe ne s'oppose pas aux belles choses qu'il fait. Mais non, les peuples du Sud ou les peuples du pôle ne s'opposent pas au fait que Sassou travaille bien et qu'il doit partir quand même. Mais non, les peuples du pôle s'opposent au fait que Sassou viole tout. Viole les humains, viole les lois, viole tout ce que Dieu a créé. Alors, on ne peut pas dire que ça puisse s'arrêter, ce film qu'on nous rebâche. Il faut que ça s'arrête.